Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est en live aujourd'hui, on est en live avec Pierre-Louis et voilà, qui est founder chez Phosphos. Salut Pierre-Louis, ça va? Ça va super et toi? Ouais, ouais, au top, au top. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir. On fait une session un peu spéciale aujourd'hui parce que en général, TPC, on est très software. Là, on va parler software et hardware. Donc très très cool. Ouais, petite coding session où tu vas nous montrer un petit peu comment utiliser Phospho et les outils d'AI coding pour maîtriser des robots. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir pour parler de ça. Vous commencez à arriver dans l'audience, là, ça fait plaisir. Bah, écoutez, bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà des devs, des PO, data scientists. Dites-nous un peu ce que vous faites dans le live, dans le chat, pardon, et qu'on sache un petit peu qui est dans l'audience. Peut-être qu'on pourra du coup ajuster un petit peu les sujets en fonction de qui est présent. Voilà. En attendant que tout le monde arrive un petit peu, bah ouais, plaisir de te recevoir du coup Pierre-Louis. Toi, t'as monté en tant que co-founder Phospho. C'est une boîte, tu pourras nous expliquer un petit peu ce que vous faites, qui est un peu à la lisière du software et du hardware. Vous avez fait le Y Combinator il n'y a pas longtemps. On pourra en parler un petit peu si vous avez des questions, des curiosités à ce sujet dans le chat. N'hésitez pas à balancer toutes vos questions. Avant ça, je voulais vous donner un petit peu des updates sur le marché de l'emploi tech et product, parce que visiblement, c'est à peu près l'audience qu'on a aujourd'hui. Que vous sachiez déjà en ce moment, ce qu'on remarque nous côté startup, c'est que les boîtes veulent recruter des ingés avant de recruter des devs. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, il y a une hausse de la demande sur des sujets un peu back-end, assez complexes. Tout ce qui va être sujet technique. Il y a, euh, il y a du coup beaucoup de startups IA, donc ça demande des skills de plus en plus sur du Python, des skills bien seniors là-dessus, connaissances sur les sujets de data engineering, manipulation de données. Et plus globalement, en fait, l'écosystème early stage est vachement dynamique. Qui dit early stage dit bah voilà, on a besoin d'ingénieurs multifacettes, pas seulement de développeurs au sens classique du terme. Ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités pour des founding engineers, pour des profils voilà, qui ont envie de se mouiller sur des profils, enfin des profils de boîte un peu plus early stage. Euh, côté, euh, côté expertise pure et impact, en gros, ce qui est demandé vachement là en ce moment, c'est de chiffrer votre track record tout simplement dans les échanges, de parler de votre expérience d'un secteur, de votre connaissance d'un marché, de montrer que vous avez un profil builder. En gros, ça va avec l'idée d'être ingénieur avant dev, mais en gros être multifacette, vraiment savoir prendre tous les sujets qui tombent sur vous et les traiter. Et c'est vrai qu'en ce moment, du coup, les reconversions sont plus complexes, on le voit, mais c'est le moment de monter justement sur des outils qui vous donnent un peu plus de largeur de champ, notamment gérer du cursor, être capable de monter des fronts sur Lovable, d'automatiser des choses sur N8N. Tout ça, c'est des choses que vous allez grave valoriser dans la suite de votre carrière en tant qu'ingé. Euh, pour vous aider là-dedans, on a monté tout un hub de ressources avec TPC. Il vient d'être refait à neuf, donc n'hésitez pas à choper l'accès. En gros, ce que ça vous donne, c'est accès à plein de ressources. Vous avez du coup les salaires de la tech, vous avez tout ce qui est études de cas en product, en design, mais aussi du coup sur du software engineering par stack. Et c'est corrigé, donc ça vous permet un peu de voir comment ça se passe les tests dans les process d'entretien. On a aussi pas mal de ressources plus globales pour vous aider à déchirer vos entretiens, des ressources métiers aussi sur l'engineering. Donc voilà, sortez votre tel, flashez si vous le voulez. J'essaierai de vous mettre le lien dans le chat si vous n'arrivez pas à le choper, dites-moi et je vous mets le lien dans le chat. Et grosse info aussi, du coup, si vous êtes en recherche ou si voilà, vous êtes ouvert à des rôles. Là, en ce moment, on match beaucoup sur des startups early stage pour des rôles de founding engineer, des rôles de senior back-end Python, voilà, des recherches de jobs qui sont un peu spécifiques à de l'early stage. Énormément de rôles là-dessus. Donc, si vous souhaitez être matché là-dessus, il y a beaucoup d'offres qui sont off-market aussi, donc qui ne sont pas ouvertes sur les réseaux. Vous nous remontez vos critères, tout simplement, et nous, on vous aide à matcher avec ces rôles-là.
Donc voilà, c'est pareil, si vous voulez le lien, vous le mettez dans le chat et je vous le balance. Ok, midi 6, on arrive sur ta presse. PL, du coup, je vais te laisser partager ton écran et attaquer si t'es chaud. Ouais, carrément. Alors, partager mon petit écran. Je vais Tac. muter mon micro et te laisser dérouler. Balancez vos questions dans le chat et dès qu'on arrive au bon, on pourra échanger un peu sur tout ça et répondre à vos questions. Ok. Ça part. Je vais partager tout mon écran. Normalement, vous voyez mon écran là. Yes, nickel. Super. Écoutez, moi, du coup, je suis Pierre-Louis. Je suis un des fondateurs de Phospho. Et chez Phospho, qu'est-ce qu'on fait? Nous, notre objectif, c'est de donner des cerveaux pour les robots. Et pour ça, le premier truc sur lequel on s'attaque, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est transformer la robotique. Nous, on croit que la robotique, elle va changer, pas parce qu'il y a des roboticiens qui s'en occupent, mais parce que justement, ça va devenir de plus en plus un sujet pour les développeurs, pour les gens qui font du machine learning. Et justement, nous, du coup, avec Phospho et Phosphobot, on crée tous les outils pour faire ça, euh, pour passer d'un robot qui est un objet un peu obscur, etc., à finalement un problème de software engineering ou de machine learning. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait. Et par exemple, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu une démo qui avait très bien marché qu'on avait faite. Du coup, c'est ce tweet, où en gros, on avait montré comment on peut contrôler un robot juste avec des prompts. Comment on peut utiliser Phospho pour refaire cette démo, avoir son propre modèle qui contrôle un robot, et ensuite même le brancher sur d'autres choses, donc le brancher en API, brancher dans des petites démos en Python, etc. Voilà. Boum. Du coup, pour faire ça, eh ben, c'est très simple. Donc là, tout ce que je vais faire dans la démo, vous pouvez le refaire chez vous. Alors, il va vous falloir un robot. Soit vous pouvez fabriquer votre propre robot. Donc, c'est basé sur un robot qui s'appelle le SO100 de Hugging Face. C'est ce robot-là. Pardon, je vais vous trouver une petite image. Exactement. C'est ce robot-là. Et nous, donc on est basé sur ce design, on est compatible avec ce design. Donc soit vous pouvez le fabriquer, soit on vend aussi des kits pour ceux qui veulent pas s'embêter à fabriquer le robot, directement le fabriquer, enfin directement l'avoir fabriqué, calibré, etc. Donc là, si je change ma caméra, normalement, vous allez pouvoir voir mon petit robot qui est juste ici. Ah merde. Ah, parce que je suis en train de partager mon écran. Ok. Je vais vous montrer mon petit robot qui est juste ici. Ah, I can't switch cameras. Ok, bah je vais pas pouvoir vous le montrer comme ça, mais du coup il est juste là, juste à côté. Voilà, Yes, c'est le trop petit robot bien. qu'on a aujourd'hui que vous avez vu dans la démo et qu'on va faire bouger aujourd'hui. Alors, comment on fait ça? Première étape, du coup, je me remets en screen sharing. Première étape, il faut installer Phosphobot. Donc vous pouvez directement l'installer depuis le GitHub et l'installer from source. Ou moi par exemple, je suis sur un Mac, donc je peux directement faire brew install Phosphobot et ensuite je vais avoir l'outil qui tourne. Donc là, j'ai mon petit outil qui tourne dans ma command line. Si je veux éditer le code, bah, je peux aller directement dans le repo open source. Là, je l'ai directement installé avec brew. Je crois, voilà, j'ai juste fait la commande au-dessus. Donc ça tourne sur mon Mac. Boum, je le fais tourner. Et là, en gros, ça va être la magie de Phosphobot. C'est que tous les objets hardware connectés à mon ordinateur, mon robot, les caméras, il pourrait y avoir plusieurs robots, des robots différents, etc. Tout ça va être géré par Phosphobot. Et ensuite, moi, je me retrouve avec soit une web app où je peux interagir visuellement, donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, soit des API. Donc ça, c'est cool quand on est développeur. Des API, mais des API pour les développeurs, donc des API HTTP, des WebSockets, etc., sur lesquels je vais pouvoir tout faire, lire, écrire, etc. Donc là, c'est tranquillement en train de démarrer, et ensuite vous allez pouvoir voir, on va même pouvoir voir
à travers les caméras du robot. Ce que j'ai pas précisé, c'est que comme nous, du coup, on a tout un stack qui est plutôt orienté pour les gens qui font du software, qui font du machine learning, tout est très facilement exposable sur Internet. Donc là, vous voyez que j'ai un serveur qui tourne, qui est sur mon réseau local. Mais en soi, je pourrais vous envoyer le lien et vous pourriez contrôler mon robot. Donc, on est parti. Là, normalement, je suis dans mon robot. Et on va pouvoir vérifier en allant regarder les petites caméras. Et voilà. Et là, on voit les petites caméras. Donc, je suis bien dans mon robot et je vais pouvoir commencer à le faire bouger. L'API dont je vous parlais, elle est juste ici. Donc là, j'ai toutes mes API comme un développeur, tout est indiqué, où je vais pouvoir du coup écrire dans mon robot et lire dans mon robot. Et ça veut dire quoi? Du coup, c'est un petit peu différent de quand on fait du software, bah, c'est qu'il va littéralement prendre des actions. Donc là, par exemple, euh, si j'appuie sur cette API-là, je vais vous montrer. Du coup, je ne peux pas changer de caméra. Je vais vous montrer. Alors, donc là, vous voyez le robot. Et si j'appuie là, il devrait bouger. Mais là, j'ai trop tiré sur le câble. Ça donne vraiment un effet reportage en immersion avec ton effet webcam, Ouais, on est, les aléas on du est en plein direct. dedans là. Alors, j'ai arraché le câble. Donc, voilà. Donc, pendant que c'est en train de se relancer, donc voilà. Et donc ensuite, comment on fait la démo? Eh ben, il y a trois grandes étapes, ce qu'on peut faire aujourd'hui très rapidement, qui sont, on va enregistrer un petit dataset. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Là, ensuite, j'en ai déjà un de prêt. Ensuite, on va faire l'entraînement. Donc là, deux choix. Soit vous êtes quelqu'un qui fait du ML, vous voulez faire vous-même l'entraînement, etc. Bah, vous avez votre dataset, vous faites ce que vous voulez. Soit au contraire, c'est moins votre truc. Et nous, du coup, on a des outils pour directement entraîner les modèles les plus classiques dessus. Directement entraîner les modèles les plus classiques sur votre robot, enfin sur votre dataset. Et ensuite, le modèle, il est prêt. Et là, comme on disait, bah, on a une API. Donc, en fait, on peut avoir un serveur dans le cloud qui tourne avec le GPU qui fait marcher le modèle. Et de l'autre côté, ça contrôle notre robot. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait marcher. On repart en immersion. Je t'emmène en immersion, Mathias. C'est parti, notre envoyé spécial. Alors, hop, voilà, là vous voyez le petit robot, et là, hop, j'ai appuyé sur l'API et il s'est mis en position d'initialisation. Donc une fois que ça c'est fait, là maintenant je vais pouvoir contrôler le robot. Euh, alors, je vais même peut-être me bouger tout simplement, ce sera encore plus simple, en essayant de pas tout arracher. Ok, parfait. Je vais me mettre comme ça, et comme ça vous allez pouvoir directement voir le robot qui est juste ici. Alors, donc là, je suis à côté du robot. Et ensuite, du coup, comment je contrôle ce robot? Bah, il y a plusieurs manières. La manière la plus simple, c'est on a dit que c'était une API. Donc, il y a un petit stagiaire pendant son premier jour chez Fosfo qui a fait une petite app en JavaScript. Et cette petite app en JavaScript, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle prend directement votre clavier et elle va envoyer sur cette API bouge par ici, bouge par là. Et ensuite, le robot va le faire. Donc là, par exemple, si on commence, je vais essayer de pas me décapiter. Ce sera la surprise. Mais donc là, normalement, si je lui dis de monter vers le haut, alors, d'avancer, reculer, il va avancer et reculer. Si je lui dis d'aller un petit peu plus haut, voilà, il va tranquillement monter. Donc je peux le contrôler comme ça. Et après, le contrôle le plus cool, bah, c'est avec un casque de réalité virtuelle, donc avec un MetaQuest. Je vais peut-être pas le faire tout de suite là, parce que du coup, on est dans un setup un peu envoyé spécial. Mais, euh, mais ça fonctionne. Alors, je repars comme ça. Du coup, je peux pas changer entre les caméras, donc c'est un petit peu sport. Je peux plus simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ce casque de VR? Donc, c'est un casque, c'est un MetaQuest comme ça. Et à travers le casque de VR, bah, on va pouvoir se connecter du coup au serveur du robot et on va voir on va voir les différents robots bouger, soit à travers les caméras, soit directement si on a envie de le voir à travers le casque. Et c'est comme ça qu'on va collecter un petit dataset. Donc là, vous avez vu le setup devant moi, j'ai collecté un petit dataset.
j'ai 10 exemples. Là, je peux voir mon dataset. J'ai mes 10 exemples où je vois mon petit robot en train de bouger, etc. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Donc là, vous voyez le robot bouger. Donc c'était sur la table juste devant. Euh, et on va le voir bouger. Il va attraper une brique et on va lui montrer ça. Donc là, je lui ai montré 10 fois. Donc ça, je l'ai fait directement avec le casque. J'ai réglé tous mes petits réglages ici pour dire voilà le prompt, etc. Parce qu'on va y revenir après justement. Du coup, on peut prompter le robot. Et ensuite, j'ai envoyé à l'entraînement. Donc j'ai envoyé à l'entraînement ici. J'ai choisi mon modèle. Donc là, j'ai pris celui qui marche le mieux, BB-ACT. J'ai choisi le nom du dataset. Je peux rajouter quelques paramètres. Et là, c'est en train de s'entraîner. Normalement, ça devrait être bientôt fini. Et on va pouvoir essayer le modèle. Euh, Ensuite, donc là, pendant que c'est en train de s'entraîner, je vous ai parlé de, on peut l'intégrer aussi dans nos propres applications. Donc, je peux vous montrer un petit exemple qu'on avait fait, où par exemple, avec Eleven Labs, un petit serveur en Python et le robot, et bah du coup, on peut rajouter du contrôle par la voix du robot. Donc, c'est dans un des exemples publics du repo. On peut directement y aller, même là. Ouais. C'est cet exemple-là. Dans cette démo, on a utilisé du coup un speech to text. Donc d'abord, je parle, on traduit en texte, on envoie au LLM. Le LLM, on lui demande, OK, est-ce que tu veux faire function calling ou pas sur le robot? S'il fait du function calling, alors ça va taper sur l'API du robot et lui faire l'action. Et ensuite, il peut éventuellement aussi, pour donner un petit côté fun, parler en réponse. Donc avec Eleven Labs, où là on avait mis la voix du robot Bender dans la série. Et donc ça ressemble à quoi très concrètement? Donc là, on a nos différents serveurs. Et là, normalement, le LLM, vous allez pouvoir voir, on peut lui envoyer. Voilà. Donc c'est là, on lui demande, si on lui demande de faire une instruction, c'est là on va lui demander de function call. Cool, ouais, c'est là on va lui demander de function call. Et ensuite, c'est ça qu'on va pouvoir envoyer sur l'API du robot. Donc c'est les API que je vous montrais juste ici. Donc par exemple, soit directement pour faire bouger le robot. Après, ça n'a pas très bien marché parce que bah, ChatGPT, c'est pas un modèle de robotique. Soit sinon, on peut trigger des recordings. Donc c'est-à-dire qu'on a enregistré une trajectoire. Donc ici. Soit quand on a on a entraîné un modèle, comme là, ce qui est en train de s'entraîner. Et donc là, c'est plutôt euh, et contrôle. Et à contrôle, je la start. Donc on va pouvoir envoyer sur l'API on peut éventuellement rajouter notre prompt ici. Donc c'est ça qui va faire que on peut contrôler le robot avec la voix. Alors, je vais regarder si on a fini d'entraîner et on va pouvoir tester du coup le petit modèle qu'on a entraîné directement là dans ce setup. Alors du coup, je vais essayer de vous mettre la bonne caméra et c'est parti. Allez, let's Je go. sais pas s'il y en a qui ont des questions, je sais pas à quel point vous voulez que ce soit interactif. Ouais, n'hésitez pas à balancer vos questions. De toute façon, on a un petit moment après pour le Q&A. Curieux de savoir aussi si on a qui ont déjà testé un peu sur des setups robots comme celui que tu présentes, PL. Et ouais, quels sont un peu vos usages à ce stade ou si c'est plus de la curiosité pour commencer à tester derrière. Dites-nous et on prendra les réactions. D'ailleurs, t'as pas précisé, peut-être PL, en attendant que le modèle charge, mais je crois que c'est un kit qui est assez abordable, même si vous êtes en solo chez vous. Il n'y a pas besoin d'avoir les fonds d'une boîte pour s'équiper avec un petit setup comme ça. Tu peux peut-être nous partager une idée de budget pour commencer à s'amuser avec. Ouais, alors il y a un peu de tous les budgets. Euh, donc l'option la plus simple, après c'est la plus compliquée, c'est de fabriquer vous-même le robot.
Donc dans ce cas-là, vous pouvez acheter des pièces sur Alibaba, sur Amazon. Il faut une imprimante 3D. Et là, vous pouvez vous en sortir entre 150 à 400 dollars, enfin euros. C'est à peu près pareil. Donc, faut le fabriquer chez vous, etc. Ça demande un petit peu de... euh, Enfin, faut une imprimante 3D, faut un peu se motiver, etc. Nous, après, sinon, on fait nos propres kits de robots, qui sont effectivement beaucoup moins chers que ce qui se faisait avant, donc les robots universitaires ou industriels, qui sont plutôt à 50 000, 100 000 euros. Nous, du coup, on vend nos kits 1 000 euros, où là, du coup, il n'y a pas un, mais deux robots, et c'est compatible avec tout le stack que j'ai présenté. Donc, il y a la partie open source qui, de toute façon, n'importe qui peut y accéder. Et il y a des features en plus. Ces features en plus, c'est l'utilisation du casque de VR, pour pouvoir contrôler plus facilement le robot. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué. Et de l'autre côté, sur la partie training, comme je disais, soit vous faites tout vous-même, et là c'est votre vie, vous avez le dataset et vous faites votre propre entraînement sur votre GPU, whatever. Ou alors, du coup, si vous avez acheté un de nos kits, vous avez accès à notre cloud, où là, du coup, on a nos propres GPU pour entraîner direct, et vous pouvez juste cliquer sur un bouton. Donc c'est à peu près ça les ordres de grandeur. Et donc, du coup, effectivement, maintenant, c'est possible d'être un particulier et d'avoir un robot chez soi. Et d'ailleurs, c'est le cas, nous, la plupart de nos clients, en fait, c'est des particuliers. Ouais, c'est cool ça. Et tu vois, il y a Fabrice dans le chat qui dit qu'il avait commencé justement, il avait monté ça avec une imprimante 3D SP32, mais il dit qu'il ouais, il a dû bidouiller et pas mal, pas mal se tordre les neurones quelquefois. Tu, toi, tu vois encore une marge effectivement où tu penses que les prix des robots vont continuer à baisser de manière assez forte là prochainement, ou on a atteint un palier, c'est quoi un peu les prochaines steps effectivement dans l'adoption? Là, les prochaines steps, c'est deux trucs. C'est un d'un côté, tu vois, les robots c'était très réservé à des environnements un peu boring, très industriels, etc. Pourquoi? Parce que juste tu devais savoir exactement ce qui se passait. Tu vois, c'est un peu une chorégraphie. Tu sais où sont les objets et tu vas venir, tu vois, t'es sur ta ligne d'assemblage de voiture. Tu vas venir faire ton petit truc, etc. Donc c'est un peu chiant parce que si la voiture elle bouge d'un millimètre, ça marche plus. De l'autre côté, du coup, ce qui se passe là, c'est un peu, tu vois, le chat GPT moment des robots. C'est que du coup, on peut avoir des use cases beaucoup plus ouverts où juste on va montrer ce qu'on voit, on va donner un prompt et le robot il va s'en sortir tout seul. Donc ça permet de faire des trucs beaucoup plus ouverts et c'est pour ça que les gens ils peuvent installer ça chez eux et entraîner des petits modèles, tu vois, pour attraper du pain, le mettre dans le toaster, attraper la capsule de café, la mettre dans la machine, etc. Et ça marche. Et de l'autre côté, les prix des robots, en fait, ils vont pas forcément être moins chers, mais c'est plutôt que euh, le le rapport utilité-prix, il va devenir hyper intéressant. Donc Hmm. soit ça veut dire qu'on peut faire la même chose qu'avant avec des robots beaucoup moins chers, donc là par exemple des bras robots, soit ça veut dire que pour des prix qui restent abordables, tu pourras avoir des robots beaucoup plus compliqués, des robots qui marchent, des humanoïdes, des chiens robots, etc. Ouais, carrément. D'ailleurs, Didier, aujourd'hui, te demandait, là, actuellement, votre business model, tu disais que vous vendez principalement aux particuliers aujourd'hui, c'est ça? Ouais, on vend majoritairement en particulier. Après, il y a de plus en plus de particuliers qui sont en fait des gens, tu vois, qui sont en train de monter des entreprises. On a Hmm. vendu à des boîtes de YC, donc du Y Combinator, qui sont en train de vouloir faire des trucs en robotique. Et aussi, du coup, ils nous les achètent en direct. Mais aussi maintenant, ouais, effectivement, on vend à, tu vois, des entreprises, donc genre Nvidia, Hitachi, pas mal de japonais, des boîtes comme ça. Donc c'est ça un peu le truc. Mais on préfère garder une approche, tu vois, plus consumer, prosumer, parce que tu vois, c'est notre communauté et c'est là où on peut avancer le plus vite aussi avec les retours des gens, etc. Ce qui est pas forcément le cas si tu commences à bosser avec des énormes boîtes directement. Ouais, vous êtes dans une phase où c'est intéressant d'avoir une communauté qui déploie des use cases que vous n'aviez pas forcément anticipés, et ça fera émerger, tu penses, des use cases. Il y a des choses qui commencent à se démarquer justement en termes d'usage, où vraiment pour l'instant, c'est chaque personne a un usage différent de vos robots. Euh, En termes d'usage, ouais, c'est très très ouvert, ce qui est plutôt cool, tu vois, parce que c'était pas possible de faire ça avant. Après, c'est plutôt dans l'environnement où les gens veulent faire évoluer, tu vois, c'est très des environnements chez les gens en fait, pas du tout des usines, des trucs comme ça. Et même pour les labos de recherche, même pour les gens qui montent des boîtes, etc., les modèles, ils veulent les entraîner, tu vois, dans des cuisines, dans des chambres. Donc c'est très, très autour de la maison pour l'instant.
Donc le chat GPT moment des robots, en fait, ça va être quelque chose autour de sujets comme la domotique, l'utilisation vraiment à la maison, les use cases du quotidien pour améliorer ton niveau de vie chez soi beaucoup. C'est beaucoup ça, du coup, que tu vois aujourd'hui, quoi. Hyper Exactement. intéressant. Et donc, c'est cool. Ouais, finalement, on parle énormément de robots pour l'industrie. Vous, vous êtes en train de prendre un pari sur en fait, la consumérisation des robots, le fait que ça devient effectivement plus affordable, donc, enfin, pardon, j'ai du mal avec les. Mais plus bon marché, quoi, en gros, accessible. Et que demain, combiné avec de la programmation en prompt, en langage naturel, en fait, tu vas avoir une explosion, une démocratisation totale de l'utilisation des robots, quoi. Bah exactement, et c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, avec ChatGPT, où aujourd'hui chaque développeur, en fait, quand il appelle ChatGPT, il se rend pas compte, mais en fait, il résout des problèmes d'IA et de machine learning hyper vénères, juste avec en appelant ChatGPT. Bah ça sera pareil pour les robots. Tu auras chaque développeur qui pourra hyper facilement intégrer des robots ou des choses qui bougent dans le monde réel euh, directement. Enfin, comme aujourd'hui, c'est aussi simple d'intégrer ChatGPT, par exemple. Ouais, clairement. Bah, d'ailleurs, Manu te demande, ouais, est-ce qu'il y a des success stories de particuliers ce serait intéressant de créer ça, des petites collections d'usages un peu random ou au contraire hyper étonnantes des robots. T'as des petits exemples marrants. Je sais pas, lui te demande par exemple, j'ai réussi à te faire tel plat dans la cuisine avec mon robot ou ce genre de choses. Ouais, donc t'as beaucoup de trucs comme ça. C'est vrai qu'on devrait faire un petit Hall of Fame. Là, comme ça, c'est plutôt, on n'est jamais à l'abri de l'inventivité des gens qui nous utilisent. Et je pense que l'exemple le plus fou, c'est t'as un gars aux États-Unis qui a acheté nos kits. Du coup, t'as deux bras robots par défaut dans le kit. Et il s'est dit, OK, qu'est-ce que je peux faire avec deux bras? Comment on conduit une pelleteuse de chantier? Bah, il y a deux joysticks. Ok, bah du coup, je vais mettre les deux bras. Et donc, du coup, étape un, maintenant, je peux contrôler ma pelleteuse à distance avec mon casque de VR. Et étape 2, bah, je vais essayer de faire une pelleteuse autonome. Bon, ça, il n'y est pas encore, mais là-dessus, j'avoue qu'on s'y attendait pas, celui-là. Il y avait Incroyable. ça, il y avait aussi une boîte qui s'appelle Coma AI qui fait des voitures autonomes en Californie. En gros, quand ils voulaient nous acheter un kit, ils nous demandaient, ouais, c'est quoi la force du robot, machin, etc. On se disait, tiens, c'est un peu bizarre comme question. On disait, bon, pourquoi vous voulez savoir ça? Ils nous disaient, ouais, en gros, on voudrait voir, est-ce qu'il peut tourner le volant d'un Cybertruck ou pas? Pour mettre le bras sur le volant. Euh, la réponse est oui. Ok, non. Et c'est vrai que, ouais, du coup, il y a. Je pense que. Comment va à ton avis, se structurer, tu vois, l'industrie? C'est un peu early et je pense que là, on est vraiment dans le domaine de la boule de cristal, mais tu es quand même sur le terrain, à voir les use cases, à travailler sur les produits. Tu penses que là, il y a vraiment deux dynamiques différentes qui est l'industrie avec des très gros robots où finalement il y a des investissements monstrueux dans des robots très chers et le consumer qui vont se développer de manière complètement séparée. Est-ce qu'il y a des ponts entre les usages de Tesla, aussi bien sur les usines ou les voitures autonomes, comme tu citais par exemple, et les usages consumer? Bah, C'est vraiment deux galaxies complètement différentes aujourd'hui. ouais, aujourd'hui, c'est deux galaxies différentes et je pense que ça va le rester pendant un petit moment. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, quand on parle de robots, on se dit tout de suite industrie, etc., parce qu'il y en a déjà. Mais c'est justement parce qu'il y en a déjà que les nouveaux robots, ils vont pas aller là-bas, tu vois. Parce que si tu veux faire un robot, tu vas devoir compete avec des robots qui fonctionnent déjà très bien. Et comme pour la plupart des grosses révolutions, tu vois, les LLM, le personal computer, etc. En fait, tu vas beaucoup plus vite si tu peux itérer avec des gens, avec des particuliers qui veulent vraiment ça chez eux. Euh, et du coup, moi, je pense sur là, la prochaine vague de la robotique, c'est plutôt comme ça que ça va se passer. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que c'est en train de se passer. Parce que, par exemple, ça, c'est un truc marrant, mais c'est un de nos investisseurs qui nous a remarqué. En soi, on vend et on opère beaucoup plus de robots que figures, par exemple. Ok, ouais, ouais. Ouais, du coup, c'est ça. Les volumes sont monstrueux, potentiellement, à terme. Et du coup, chez Y Combinator, du coup, vous étiez nombreux à travailler sur les sujets de robotique, ou est-ce que c'est encore quand même quelque chose assez,
assez petit, tu vois, en échelle. Par exemple, ta promo, est-ce que vous étiez, il y avait d'autres boîtes robotiques ou comment tu vois un peu aujourd'hui l'écosystème? On est vraiment au balbutiement et en même temps, il y a, comme tu dis, ce chat GPT moment pour les robots. Euh, Quand on a fait YC, du coup, c'était il y a 1 an et demi. Et effectivement, c'était le tout début. Il y avait une seule autre boîte qui faisait des robots, et ils font toujours des robots. Ça s'appelle Cascade Labs. Ils font des humanoïdes. Ils ont un peu percé sur Twitter là. Ils font des gros humanoïdes, bah un peu pareil, tu vois, un peu imprimés en 3D pour les consumers, etc. Un peu la même philosophie. Donc on n'était que deux. C'était le tout début. Tout le monde faisait plus des agents, des trucs comme ça. Euh, et là, ouais, il y a de plus en plus de boîtes YC qui sont des boîtes de robotique. Parce que, en gros, c'est plus une des raisons techniques, mais il y a des progrès dans la science et dans les modèles qui existent en robotique qui ont montré que c'est possible, en gros, d'avoir une architecture un peu comme un LLM qui marche très bien pour les robots. Et maintenant, le problème, c'est juste, ok, tu vois, c'est un peu comme si on était à GPT-2. Et maintenant, la question, c'est, ok, juste comment on le fait juste plus gros, plus balèze et qui peut faire beaucoup plus de trucs. Et c'est exactement les mêmes, tu penses, les mêmes enjeux de scaling, parce que typiquement, OpenAI, avec au moment GPT-2, en fait, comment ils passent à GPT-3, c'est qu'ils mettent 10 fois plus de data, 10 fois plus de compute, en gros, énormément de ressources. Ils n'ont pas changé la recette, quoi. C'était les mêmes, je crois que c'était les mêmes neural networks, ils n'ont pas changé le design, etc. Ils ont juste concentrer un volume de ressources fois 10 000, quoi. Je crois que les échelles, c'est qu'à l'époque, dans les universités, ils entraînaient les modèles avec une dizaine, une douzaine de V100 de processeurs à l'époque de Nvidia. Et les mecs, pour GPT-3, ils en ont mis 10 000 dessus, quoi. Tu penses que sur la robotique, c'est exactement les mêmes dynamiques ou il y a d'autres éléments techniques qui rentrent en ligne de compte? Ouais, effectivement, c'est une bonne question et c'est un peu différent. Sur le texte, du coup, il y a déjà beaucoup de texte, donc c'était plutôt un problème de compute. Donc c'était scaling low, c'était les plus gros data centers et encore aujourd'hui, c'est avoir un mass data center, enfin un mass GPU. Sur la robotique, c'est un petit peu différent, c'est plus un problème de data, parce que t'as pas l'équivalent d'Internet, tu vois, où il y a plein de textes avec des robots qui font des trucs, et t'as plutôt souvent les gens prennent un peu l'image d'un archipel, tu vois. T'as un peu plein de petits îlots de un type de robot, il y a un peu de data, un autre type, il y a un peu de data, etc. Ça, du coup, c'est très compliqué pour entraîner un modèle parce que t'as pas l'énorme masse sur laquelle tu peux juste mettre plein de compute. Et du coup, c'est aussi pour ça que aujourd'hui, euh, t'as des particuliers qui, en fine-tunant leur petit modèle, etc., bah, ça marche beaucoup mieux pour l'instant que des modèles généraux qui sont sortis par Nvidia, etc. Et ça sera plutôt ça le truc à craquer, c'est comment avoir suffisamment de data ou comment avoir une data suffisamment homogène pour que ce soit plus un archipel. Ok. Peut-être qu'une comparaison, ce serait Tesla pour l'autopilot. Ils se sont du coup assurés de récupérer une somme de data monumentale parce qu'ils avaient des caméras sur toutes les Tesla et que même les voitures non autonomes finalement renvoyaient une somme de données monstrueuse. Tu me dis si je me trompe, mais typiquement la construction de l'autopilot avec Tesla, ils ont su récupérer cette masse critique de données grâce aux millions de bagnoles qu'ils ont mis sur la route et aux utilisateurs qui conduisaient avec. C'est un peu similaire aujourd'hui. Enfin, demain, si on veut avoir d'autres usages robotiques, il nous faudra rassembler un niveau de data vraiment structurel pour atteindre aussi euh, enfin, pour passer les prochains paliers, quoi, en fait, de qualité de l'interaction et du robot. Exactement. Et tu vois, c'est pour ça, par exemple, que nous, enfin, ça se passe bien en ce moment. Pourquoi? Parce que l'alignement d'intérêt entre les utilisateurs et nous, il est hyper fort. Parce que les gens nous envoient plein de data pour que ça marche mieux pour eux. Et c'est un tout pour toute la communauté. Tout d'un coup, tout passe des différents paliers de qualité. Et c'est un peu la même chose de quand t'es quelqu'un qui a une Tesla. Toi, tu veux juste que ta Tesla, elle marche mieux. Et en fait, d'utiliser de plus en plus ta Tesla, ça amène plein de data qui fait un tout qui permet d'entraîner un meilleur modèle. Donc, tu vas plus l'utiliser. Donc, il y a plus de data. Et après, c'est parti. Trop bien. D'où le fait que tu parlais de communauté. Effectivement, votre enjeu demain, ça va aussi être de mettre dans les mains de milliers de personnes des robots et ensuite de les intégrer finalement à la réflexion et au travail sur l'amélioration du produit, la découverte des use cases. C'est
D'ailleurs, vous avez une manière justement de récupérer la donnée. Comment est-ce que ça fonctionne pour qu'il y ait une feedback loop en fait et que justement vous puissiez apprendre de l'usage des membres de votre communauté? Ouais, donc il y a deux niveaux. Il y a au niveau produit, comment améliorer le produit. Donc ça, c'est assez classique. C'est juste, il y a plein de gens qui utilisent le produit. Quand il casse, quand ça va pas, quand il faut des nouvelles features, ben, on l'entend assez vite. Donc d'un point de vue produit, c'est pas très original. Et d'un point de vue plus data, tu vois, c'est important d'être assez transparent, etc., vu que c'est chez les gens, etc. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? C'est on collecte pas de manière active de la data. C'est les gens qui, donc c'est nos utilisateurs. Par exemple, là, comme ce que je montrais avec un petit dataset que j'ai enregistré moi-même, qui utilisent bah, justement Phospho pour collecter de la donnée. Et ensuite, soit ils le gardent pour eux, soit ils peuvent nous l'envoyer pour qu'on entraîne un modèle pour eux, et aussi pour que ça fasse un meilleur modèle pour tout le monde. Et donc, en général, c'est plutôt la deuxième option qu'ils font. Et du coup, on a plein de datasets. Ok, trop bien. Donc ça s'appuie vraiment sur l'open source, le partage. Euh, Yafa qui demandait justement bah, sur l'approche du consumer en tant que personne non technique et non professionnelle. Qu'est-ce que tu recommandes, tu vois, pour attaquer du coup? J'imagine que c'est commander son kit, se remater le début de cette masterclass où tu montres un petit peu tous les GitHub à les récupérer pour commencer. Est-ce qu'il y a d'autres étapes dans ton petit cheminement d'utilisateur robotique personnel? Ouais, bah, peut-être on pourra mettre les liens après, ou je sais pas pour tout le monde, mais t'as un peu différents niveaux. L'étape 1, c'est déjà regarder ce qui existe, ou même si t'as pas de robot, tu peux regarder un peu ce qui existe et comprendre ce qui existe. Donc pour ça, tu peux rejoindre différentes communautés. Donc par exemple, tu peux rejoindre notre Discord, tu peux rejoindre la communauté plus de Hugging Face le robot. En gros, c'est tellement populaire maintenant la robotique qu'ils ont dû faire un Discord séparé pour la robotique. Ok, énorme. Donc t'as des ressources comme ça. Ensuite, tu peux regarder, bah, du coup, il y a plein de tutoriels. Nous, on met plein de tutoriels. Hugging Face, ils en mettent un petit peu. Tu peux en trouver sur Twitter, etc. Donc ça, c'est l'étape 1, c'est plus regarder tout ce qui est possible et comprendre pourquoi vraiment tout le monde fait des robots, qu'est-ce qui est vraiment nouveau, tu vois, ce que j'ai dit là sur que t'as des modèles plus intelligents. L'étape 2, c'est, bah, effectivement, pour faire de la robotique sans robot, ça va être compliqué. Donc, va falloir avoir un robot. Donc soit t'en fabriques un toi-même, tu peux fabriquer ton propre robot, c'est un peu compliqué. Donc tu peux soit partir de robots open source, parce qu'il y a du hardware open source, tout comme il y a du software open source. Donc tu peux regarder un robot qui s'appelle le SO100, donc SO100, que tu peux fabriquer toi-même, ou tu peux prendre des kits qui existent déjà, comme par exemple notre kit, où là du coup tu n'auras pas la partie le fabriquer, le calibrer, faire en sorte que ça marche. Maintenant tu as du hardware, bon il va pas bouger, et ensuite il faut mettre du software dessus pour qu'il tourne. Encore une fois, soit tu peux tout refaire toi-même. Faut savoir que jusqu'à récemment, en robotique, toutes les boîtes de robotique faisaient tout eux-mêmes. Euh, Soit du coup tu utilises des gens qui te disent bon on va peut-être faire comme en software sur les robots. Et là tu as en gros deux gros frameworks. Soit tu as le robot de Hugging Face, soit tu as Phosphobot de Phospho, donc c'est ce qu'on fait. Donc les deux sont open source, tu peux les installer sur ta machine, etc. Et là ça y est, normalement tu as un robot physique qui existe, avec du software dessus où tu peux le contrôler. Et après ça y est, c'est parti. Tu peux essayer de le faire bouger, tu peux essayer de l'intégrer dans des petites apps, tu peux entraîner des modèles. Ça y est, c'est parti, c'est game time. Let's go. Et participer du coup à la suite de l'aventure quoi, autour de cette communauté. Tu citais des exemples, du coup, bah, Phospho, effectivement, Gingface, c'est des boîtes avec beaucoup de Français, voire des boîtes françaises. Gingface est basé à New York, mais quand même fondé par des Français. Euh, tu penses que enfin, est-ce que vraiment les Français sont en avance sur la robotique? Pourquoi la robotique c'est aussi beaucoup un truc avec des forts talents en France? Euh, je pense que, en fait, si on regarde, c'est pas tant des boîtes de robotique, que ce soit Hugging Face, que ce soit nous, que ce soit même d'autres boîtes. En fait, fondamentalement, c'est plutôt des boîtes d'IA. Je pense que les gens sont assez choqués s'ils viennent du monde de la robotique de ce qu'on fait, mais ça marche. C'est plutôt que c'est fondamentalement des boîtes de IA machine learning. Et pourquoi il y a beaucoup de Français dans ces boîtes-là? Bah, c'est parce que euh, la formation française, qui est un peu différente, se prête très très bien au machine learning en fait. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font du machine learning aux États-Unis, dans la Silicon Valley, etc. Pourquoi? Parce qu'en gros, le machine learning, c'est un mix de deux trucs. C'est d'un côté, il faut être bon sur la théorie, donc faire des maths, faire des trucs comme ça. Et d'un autre côté, c'est une science hyper expérimentale. Donc il faut aussi une approche très expérimentale qui vient plus de la physique, qui vient plus du software engineering, etc.
Et avoir l'intersection des deux, bah, visiblement, le système éducatif français, il marche bien pour faire ça. Donc, tu as effectivement une petite anomalie sur énormément de boîtes françaises, enfin, avec des founders français ou des employés français qui travaillent là-dedans. Et du coup, ouais, pour finir, du coup, c'est pas tant des boîtes de robotique, c'est plutôt que la robotique est, comme plein d'autres disciplines avant, en train de devenir une discipline du machine learning à part entière. Et donc, c'est pour ça que ces boîtes-là et ces profils-là sont très bons là-dedans. Ouais, c'est important de préciser que sans l'IA, du coup, on n'aurait pas pu faire ces avancées-là sur l'utilisation des robots. Et c'est ça qui a ces innovations-là, côté machine learning, qui ont débloqué un peu les prochaines phases de progrès sur les robots, quoi. Trop bien. Exactement. Est-ce que tu voulais, je crois que tu disais que tu voulais faire une petite démo du robot, c'est ça? Ouais, alors on va regarder si le modèle s'est entraîné. Euh, Ça a dû mouliner pendant qu'on on discutait. ouais, Voir si, si et c'est ça bon. n'a pas marché. Donc sinon, je vais vous montrer une petite vidéo où ça a marché. Yes, vas-y, Euh, pas de souci. donc qu'est-ce que vous auriez dû voir? Hein. C'est ça que tout le monde veut savoir. Bon, sinon, il y a plein Ok. d'autres vidéos où ça marche. Mais par exemple, je vais vous montrer celle-là. Alors, Il y a quelques réactions dans le chat que j'avais pas vues entre temps. du coup, désolé, ça n'a pas hyper bien marché. Du coup, vous allez pouvoir découvrir notre stagiaire qui a fait cette magnifique vidéo. Pourquoi ça n'a Désolé pas pour ce marché petit là? bug. Parce qu'il y a une des caméras qui s'est débranchée pendant la démo. Alors, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous pouvez voir derrière, on a un setup qui est très proche. Donc on a pareil le robot, on a deux caméras, donc comme vous l'avez vu dans le dataset. Et pareil, on a récolté les petites démonstrations. Tout tourne ici, pas sur mon Mac, ça tourne sur le petit Raspberry Pi que vous pouvez voir à droite. Je sais pas si vous voyez ma souris. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est à vitesse réelle. On a entraîné là cette fois le robot en lui faisant juste des exemples où on prend la petite balle et on la remonte. Donc ça, on a fait ce setup-là parce que ça nous permet de faire que le robot s'entraîne à l'infini, même la nuit, etc. Enfin, de le tester tout le temps, quoi. Et donc là, une fois qu'on l'envoie, il va utiliser ces différentes caméras et il va attraper, hop, la balle, il va la poser, tac. Et donc ça, c'était pour présenter un des nouveaux modèles qu'on avait sortis. Euh, voilà. Et donc du coup, je peux pas vous montrer ce modèle-là. Ce qu'on peut peut-être voir, je vais voir si j'ai pas un modèle qui traîne où ça va probablement faire n'importe quoi. Mais un petit modèle qui traîne pour que ça marche. Je comprends que c'est beaucoup de fine-tuning, du coup, quand tu t'entraînes avec des robots, il y a des réactions parfois inattendues, des choses qui peuvent être étonnantes, ou des objectifs qui peuvent foirer complètement. Exactement. Bah en fait t'as même plus de problèmes. C'est que là, bah par exemple le problème que j'ai eu, c'est aussi t'as des problèmes de hardware. Hmm. Parce que bah là par exemple il y a une caméra qui s'est débranchée, donc juste ça ne va plus marcher. Euh, T'as des problèmes comme ça. Et après, oui, bah, c'est encore le début, tu vois. C'est ce que je disais, on est un peu au moment GPT-2, donc les choses ne marchent pas encore parfaitement, etc. Mais c'est le début. Attends, si j'essaye celui-là. euh, donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre un modèle qui a été entraîné pas du tout sur cette tâche. Et on va voir si, juste en lui disant, s'il te plaît, fais-le, il va s'en sortir. Boum, Let's boum, go. boum. Voilà. Donc, attends, je vais plutôt partager comme ça. Donc normalement on l'a lancé, il est en train de démarrer. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? C'est le robot, il tourne enfin le GPU, il est dans le cloud et pas sur mon ordinateur. Donc il faut lancer un GPU.
charger le modèle, récupérer tout ce qui se passe sur le robot, on le stream sur le GPU prédit les actions, et ensuite ça sort. Alors, est-ce que ça a marché? Le suspense à son comble. Non, il n'arrive pas à détecter du coup si t'as pas été entraîné avec le même objet. Donc je vais pas pouvoir. Bah, Un peu ça nous montre dommage. très bien Du coup, comment. Ouais. ça n'a pas fonctionné. L'effet démo. Bon, au moins comme ça, vous voyez que c'est une vraie démo. Yes, trop Mais bien. à quoi on se serait attendu? Donc, à quoi on se serait attendu? Là, on a entraîné notre modèle avant. Là, vous voyez mon écran. On aurait rentré notre petit modèle qui est sur Hugging Face. Donc, à la fin de l'entraînement dans le Phospho Cloud, il est uploadé sur Hugging Face. Donc, ça aurait pu être la même chose si vous avez entraîné votre propre modèle et que vous l'avez stocké dans Hugging Face. Ensuite, sur ce modèle-là, on a besoin de savoir quelle caméra on doit utiliser. Là, je vois les différentes caméras du robot. J'ai la caméra de poignet, la caméra de contexte et là, la caméra de mon Mac. Donc, celle-là, elle va être moins utile. Et ensuite, le prompt. Donc là, l'objet qu'on veut détecter, vous pouvez le voir ici, c'est une petite brique de Lego rouge. Et en fait, normalement, on aurait voulu entraîner le robot à attraper la brique rouge et le mettre là. Donc c'est ça, si vous vous souvenez, c'est ce qu'on voyait dans le petit dataset que je vous ai montré tout à l'heure, où j'avais justement moi-même, donc on apprend par imitation, fait l'exemple. Et après, on aurait fait boom, entrée. Et là, maintenant, c'est l'IA qui prend le contrôle. Ça récupère tout ce qui se passe sur le robot, le prompt, ça l'envoie sur le GPU. Ça fait les prédictions et ensuite ça va faire doucement bouger le robot, puisque comme on a dit, le robot à la fin c'est juste une API, donc après ça peut lire tout ce qui se passe sur le robot, faire la prédiction et écrire dans le robot et faire bouger le robot. Voilà. Donc désolé, ça n'a pas marché. Ouais, bel exemple pour montrer qu'on a besoin de la communauté pour développer, développer ses usages et continuer à itérer. Bah écoute, trop cool en tout cas, merci. Vraiment, je pense que ça a bien introduit à tous les curieux et les software engineers qui se posaient la question est-ce que je peux me lancer comment, qu'est-ce que je peux attendre et comment aujourd'hui le monde de la robotique consumer est en train de se structurer. Peut-être une dernière question pour toi, c'est plus sur la prospective, tu vois, mais toi, comment est-ce que tu imagines ce monde dans 5 ans autour des robots consumer, justement? Ça ressemblera à quoi Phospho dans 5 ans et quels seront quels seront les grands points, tu vois, sur cette industrie? Bah, il y a deux grands points qui sont liés. C'est que aujourd'hui, les robots, ça reste, tu vois, plus des outils de laboratoire, etc. T'as pas de robot dans ta vraie vie. Nous, ce qu'on pense chez Fosfo, moi, ce que je pense, c'est aujourd'hui dans ta vie, tu as trois objets très importants. Si je t'en enlève un des trois, ça va être chiant. Ta voiture, bon, à Paris, c'est moins vrai, mais voilà. Ta voiture, ton téléphone portable et ton ordinateur, que ce soit portable, fixe, serveur, etc. Bah, tu vas bientôt avoir un quatrième objet qui sera hyper important et si je te l'enlève, ta journée va être horrible. C'est ton robot. Et c'est ça qui va arriver dans la vie des gens. Et je pense 5 ans, c'est un bon horizon. Ça va commencer dans 2 3 ans vraiment. Et 5 ans, c'est sûr qu'il y en aura partout. Donc ça, c'est plus d'un côté consumer et dans notre vie, ce que ça implique. Et de l'autre côté, plus, parce que c'est un peu le sujet aussi ici, d'un point de vue développeur, d'un point de vue personne qui construisent des choses, bah ça va se stabiliser en tant que plateforme. Aujourd'hui, c'est un peu éclaté. Il y avait l'archipel des données, mais c'est parce qu'il y a un archipel de robots qui sont tous différents, avec des manières de coder différentes, des modèles différents. Tout ça va plutôt se plateformiser et tu auras quelques grandes manières de coder sur des robots et de créer des produits. Et normalement, Phosphos, ça sera un d'entre eux. Trop bien, bah, c'est tout ce qu'on souhaite d'avoir un projet à Paris qui explose là-dedans et qui drive toute une communauté de passionnés de robotique et surtout de consommateurs qui vont trouver énormément de valeur, quoi. Ça, c'est canon. Bah écoute, merci encore et merci à tous dans l'audience d'avoir suivi ce live. Vous enverrez le replay si vous avez un peu la tête qui a chauffé au moment où on a montré, où PL a montré un peu tous toutes les mises en place techniques. Et ouais, si on peut te suivre quelque part, Pierre-Louis, c'est par où? C'est LinkedIn, c'est Twitter, où est-ce que tu es présent et comment te Ouais, contacter, quoi. moi je suis assez actif sur LinkedIn, mais sur LinkedIn il faut quand même rester sage. Donc après je suis encore plus actif sur Twitter. Sur mon Twitter c'est PLBiojou. Vous pouvez me suivre là-bas. Toute l'équipe aussi, Phospho poste, on poste plein de vidéos tout le temps, soit pour plein de contenu tout le temps, soit pour montrer ce qu'on fait, parce que comme ça permet à tout le monde de suivre un peu, etc.
soit pour expliquer des trucs en robotique, etc. Donc, bah, par rapport à la question de celui qui demandait où est-ce qu'il peut un peu commencer, etc. Bah, il peut aussi regarder ça, voir est-ce que c'est des trucs qui lui plaisent, est-ce qu'au contraire c'est pas du tout son truc, etc. Trop bien. Eh ben écoutez, merci à tous, bon déj et à tous les geeks qui étaient là avec nous ce midi. Et à très bientôt. Encore merci Pierre-Louis. Salut! À plus. Hop là, c'est